Oh, mais c'est que ça a respiré la joie, dites donc. Soul, ou Âme si vous êtes un ressortissant du Québec tabernacle. Produit par Disney Pixar, sorti le vendredi 25 décembre 2020, pour Noël donc sur la plateforme Disney+, à la suite d'une année, il faut l'admettre, plutôt compliquée. Foiré de virus. Soul, co-réalisé par Pete Docter et Camp Powers, est un film d'animation fantastique, aux allures de comédie dramatique, racontant l'histoire d'un Américain de couleur à la poursuite de sa passion, à qui il va arriver un léger accident. Et si les images de fond ne correspondent absolument pas à ce que l'on peut trouver dans le film, c'est pour une raison bien simple, elles sont issues de Coco, du même réalisateur, et dont les thématiques abordées sont assez proches. Cependant, s'il en reste plus classique dans son rapport à la poursuite de ses passions, tout en avertissant sur le fait de rencontrer ses idoles, Coco est avant tout un film sur la famille et sur le rapport à la mort, qui est assez important, rappelons-le, dans les cultures américano-hispaniques. Et si dans un premier temps, Soul semble également traiter de la mort à cause d'un protagoniste qui meurt, mais pas vraiment, ce n'est en réalité absolument pas le cas, du tout. Non, Soul est une ode à la vie, et traite d'au moins un sujet relatif à la vie, la passion, mais traité de manière très spécifique et abordé sous un angle peu commun, et je dois personnellement l'admettre, fort bienvenu. Dans un premier temps, ce que je vous propose donc, c'est un résumé rapide de l'histoire, avant d'analyser ensuite quelques thématiques et leçons proposées par celle-ci, car Dieu sait qu'elles sont nombreuses, profondes, intéressantes, provocantes et même, oserais-je dire, oui, putain d'importantes, particulièrement à notre siècle et à l'époque des réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas vu le film, alors spoiler, vous êtes prévenus. Tâche ceinture, mette cax, ça va jazzer. Soul est tout simplement un Pixar excellent, extrêmement intéressant que ce soit dans les concepts originaux explorés, personnellement très résonnant dans les thématiques abordées, transmettant aisément ses émotions et techniquement magnifique, que ce soit au niveau du son, de la bande originale, de l'image ou encore de l'utilisation de la luminosité. Mais regardez plutôt et faites votre propre constat. Dans le jargon technique cinématographique, c'est ce qu'on appelle putain de beau. Sérieusement, regardez-moi ce saxophone, ces formes, ce détail, ce grain de texture, la lumière qui s'y reflète. On a envie de le toucher, de le caresser, de le prendre, de le retourner, de l'enculer. Je disais donc, techniquement magnifique d'un point de vue esthétique, que ce soit par le cachet extrêmement réaliste des décors que l'on peut trouver dans le monde vivant de New York, personnage à part entière du récit, ou dans le côté plus cartoon bleuté et apaisant du grand avant, habité par ces personnages oniriques et mignons basés sur des sculptures en fil de fer, ou encore en passant par les expériences transcendantales quasiment religieuses que vit le protagoniste lorsqu'il exerce sa passion musicale transmise à travers ses jeux de son et de lumière tout bonnement incroyables. Soul est donc d'une extrême beauté, artistique, créatif et poétique. Bref, si vous ne l'avez pas compris jusqu'à présent à travers les mots que j'ai employés et les adjectifs amélioratifs utilisés à foison afin de qualifier ce film, Soul est un long métrage qui vaut largement le détour, et je vous recommande chaudement d'aller y jeter un œil, ne serait-ce que pour le visuel, car c'est l'un si ce n'est le plus beau des Pixar actuellement disponibles. Mais plus qu'une couche de vernis qui viendrait cacher du bois pourri, c'est de par son histoire et ses thématiques que Soul va briller. Soul raconte donc l'histoire de Joe Garner, doublé par Jamie Foxx en VO et Omar Sy en VF, un afro-américain d'âge moyen, probablement en pleine crise de la quarantaine, pianiste et professeur de musique un peu désabusé, malgré son talent certain pour l'instrument à cordes frappées. That guy was lost in the music, he was in it, and he took the rest of us with him. That's when I knew I was born to play. Et Joe Garner, le jazz, c'est son rêve, sa passion. Il a toujours eu envie d'en faire son métier, et malgré son talent, il n'en a jamais eu l'occasion jusqu'à présent. Mais ça tombe plutôt bien, puisqu'un de ses anciens élèves, Curly, vient le contacter, avec une proposition qu'il ne saurait refuser, à propos d'une place disponible au sein du groupe de la légendaire jazzwoman Dorothy Williams, pour rejoindre son groupe de musique de 4 personnes. Il passe donc l'audition, défonce la baraque, transporté par une transe musicale de haute volée, impressionne Miss Williams qui lui offre une place dans son groupe de musique et lui demande de venir jouer ce soir pour leur concert de jazz. Fou de joie à la suite de cet événement et la tête dans les nuages, Joe rentre chez lui pour se préparer enfin à vivre son rêve et débuter sa nouvelle vie. Malheureusement, un petit accident vient contrarier ses plans, puisqu'après avoir évité de se faire écraser, sa chance finit par lui manquer. Morale de l'histoire, faites donc attention où vous mettez les pieds, surtout quand vous êtes au téléphone. The end. Ou pas. Comme je vous le disais précédemment, Soul ne traite pas de la mort, Soul traite de la vie. Et comme vous en doutez sans doute, à ce stade-là du film, qui vient à peine de commencer, le protagoniste ne saurait véritablement être mort de chez mort. Et à moins, bien sûr, qu'on ne le tue encore. L'âme de Joe se retrouve alors projetée dans un monde entre la vie et la mort, scène d'ailleurs visuellement magnifique, comme tellement de scènes dans ce film que je me demande s'il est véritablement nécessaire que j'insiste dessus. Il comprend qu'il se retrouve dans l'antichambre de la mort, mais refuse d'accepter son sort alors que sa vie vient tout juste de commencer. Il s'échappe donc de l'escalator de la muerte, en forme de bobine de cinéma d'ailleurs, et tombe dans une scène qui n'est pas sans rappeler celle de la bibliothèque quantique transdimensionnelle d'Interstellar, ou du grand tube magique de The Lego Movie, je suppose chacun ses références après tout, dans le grand avant.
place où les âmes acquièrent leur personnalité avant d'être envoyées sur Terre. On y découvre d'ailleurs en réalité que cet endroit est dirigé par la critique fort accord d'Allociné. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Merci Michel. Et j'aurais du lourd, du très lourd. Ouais, voilà, c'était une blague en fait, parce que tous les personnages s'appellent Michel là-bas. Voilà. Sauf le méchant, lui, il s'appelle Terry. Et il est doublé par la seule personne qui s'appelle Michel. Et j'ai trouvé ça drôle. Bon, évidemment, ça marche que en français, puisqu'en anglais, il s'appelle Terry et Jerry. Enfin, bon, bref. On notera donc au passage que Terry, qui fera office d'antagoniste principal, est le seul de ces êtres quasi divins à avoir une obsession pour le comptage des âmes. Or, il découvre assez rapidement qu'il en manque une. Joe Garner, donc, après une série de quiproquos et après avoir essayé sans succès de s'enfuir et de retourner sur Terre, est confondu avec un Soul Mentor, un mentor ayant pour rôle d'accompagner une âme n'ayant pas encore vécu pour tester différentes activités, afin de l'aider à trouver son truc, son étincelle, sa passion, ou du moins c'est ce qu'il croit. L'objectif est de compléter un petit badge dans le but que ces nouvelles âmes puissent enfin partir sur Terre. Joe Garner va se voir attribuer le rôle de mentor pour 22, littéralement la 22e âme à avoir été créée mais n'ayant encore jamais vécu, et dans son cas jamais voulu vivre. Elle fera donc office de second personnage principal, ou deutéragoniste pour ceux qui aiment les termes un peu techniques. Joe comprend rapidement que retourner sur Terre ne va pas lui être possible, seules les nouvelles âmes avec un badge complété sont autorisées à voyager, et un badge incomplet retourne automatiquement à l'âme à laquelle il est attaché, même s'il est détruit. Va donc aider 22 à trouver sa flamme, pour qu'il puisse prendre son badge et retrouver son corps, et elle rester ici, ce qui l'arrange bien parce que la vie c'est nul, c'est moche, c'est triste, c'est dangereux, et elle ne veut absolument rien avoir à faire avec ce truc. Joe essaye donc de lui faire trouver sa spark, afin de compléter son passe pour la Terre. Et on se rend compte pour la première fois à travers une séquence reprenant certains moments de la vie de Joe, sous forme d'exposition de musée pour 22, que la vie de notre protagoniste a vraiment été pas terrible. Beaucoup de déceptions, beaucoup de rejets, beaucoup de solitude. On a ici les prémices d'un des grands thèmes qui sera abordé par le film. Mais immédiatement laissé de côté, car 22, le jazz ça ne l'intéresse pas trop. Ils vont donc partir dans le Grand Bazar, sorte de hall regroupant toutes les activités possibles et imaginables, inspirées par les expositions universelles. Cependant, ils ne vont pas trouver pour autant plus de succès. On apprendra également que 22 a eu au cours de sa longue inexistence énormément de mentors, parmi lesquels les esprits les plus grands, les plus affûtés de notre espèce, toute terre confondue, mais aucun d'entre eux n'a su l'inspirer à trouver sa passion. On notera d'ailleurs au passage que cette séquence de présentation de quelques-uns des mentors de 22, à travers un gag d'apparence un peu long et stupide, est en réalité un fusil de Tchekhov magnifique, qui sera utilisé dans le dernier acte de façon spectaculaire. C'est également, pour peu que l'on se penche sur la question et que l'on gratte un peu plus que la simple surface du visible, une réflexion bien plus profonde et intéressante sur notre système éducatif, mais on y reviendra plus tard dans la partie analyse, je vous le promets. Malheureusement, comme nous l'avons dit plus tôt, Joe n'arrive pas à compléter le badge de 22, et tous les deux se retrouvent bien embêtés, parce que 22 a véritablement et honnêtement essayé, mais que malgré ses efforts, elle n'a pas réussi. Et Joe se retrouve alors sur la sellette pour son voyage dans le grand après, sur l'Escalator de la Muerte. Dans une tentative désespérée d'épargner à Joe son sort, elle tente de faire croire au Michel qu'il lui reste quelque chose qu'ils n'ont pas encore essayé. Ce que les êtres quantiques sont super contents d'apprendre puisque 22 semble véritablement incroyablement motivé pour la toute première fois de sa non-existence, ce qui relève du quasi-miracle. Joe en profite donc pour s'enfuir dans une autre dimension entre les dimensions, la zone, lieu où toutes les âmes en transe se retrouvent lorsqu'elles sont comme transportées ailleurs et pour le coup littéralement, lorsqu'elles vivent leur passion. C'est également à ce moment que l'on nous présente le personnage de Moonwind, ou Vent de Lune en français, une sorte de gourou mystique psychédélique un peu starbé utilisant la méditation transcendantale pour que son esprit puisse voyager entre les dimensions. Il est doublé en français par l'excellent Ramsey, dont la voix correspond parfaitement au personnage. Vent de Lune va d'ailleurs introduire une des idées clés du film et de sa thématique. On apprend qu'il est possible pour ces âmes de se perdre dans cette dimension et de tomber dans les limbes lorsque leur passion se transforme en obsession. On est cependant, une fois de plus, immédiatement distrait par Joe Garner qui, ayant appris par l'intermédiaire de ce fameux gourou Vent de Lune qu'il existe une possibilité de retrouver son corps, lui demande de l'aider à réintégrer le monde des vivants, ce qu'il accepte de faire. Malheureusement, en plongeant dans le portail transdimensionnel juste ouvert, Joe emmène accidentellement 22 dans sa chute. C'est ainsi que notre duo, alors composé d'une âme qui refuse de mourir et d'une autre qui refuse de vivre, se retrouve précipité dans la jungle de béton, 22 arrivant dans le corps de Joe Garner et ce dernier dans celui d'un chat d'accompagnement pour malade qui tenait compagnie à son corps jusqu'alors inconscient dans un lit d'hôpital. Nous arrivons donc à l'acte 2 qui commence par un body swap et cet échange de corps d'apparence enfantine sera l'objet de quelques blagues et gags qui feront rire aux éclats les plus petits et certainement sourire les plus grands aussi, mais plus que d'être source de divertissement, cet échange corporel est en réalité un outil de relation extrêmement intéressant qui va permettre à Joe d'être témoin de sa propre existence en tant qu'observateur, tandis que 22 expérimente enfin ce que cela fait de vivre. Évidemment, Monsieur Garner n'est pas très content, il veut absolument retrouver son vrai corps et assurer que le concert de jazz de ce soir se déroule à merveille, ce qui n'est
Pas de la plus facile des tâches étant donné que 22 n'exprime aucun intérêt pour ce style de musique et semble bien plus intéressé par ramasser toutes sortes de choses et bricoles qui traînent par terre sur le chemin. Ils s'enfuient donc tous deux de l'hôpital et partent retrouver Vandelune, espérant qu'il pourra les aider. Il leur apprend que oui, en effet, il le peut, mais ce ne sera pas possible avant le soir venu, peu de temps avant le concert de Joe. Ils ont donc finalement un objectif concret, un moyen de l'atteindre et une limite de temps, incarnée à la fois par la deadline évoquée par Vandelune, mais également par Jerry, qui poursuit sa recherche obsessive de l'âme perdue. Notre duo se lance dans une course contre la montre afin d'être prêt pour le concert. Évidemment, rebelote, les actions de 22 dans le corps de Joe, encore habillé des fameuses tuniques dégueulasses d'hôpital, ne passent pas inaperçues et le font passer pour un gros lunatique devant Dorothy, qui les croise dans la rue, ce qui risque bien de lui coûter son rôle de ce soir, et par extension son boulot de rêve. Une scène de discussion avec une des élèves de Joe et un accident de tondeuse à cheveux plus tard, on continue l'histoire avec Joe qui doit donc retenter de convaincre Dorothy de les laisser jouer dans son groupe, mais hors de question de le faire en étant mal habillé et avec une coiffure à réveiller les morts, non. Et pendant que 22 continue son voyage initiatique afin de découvrir ce que c'est véritablement que d'être en vie, Joe Garner commence à réaliser de manière inconsciente d'abord qu'il semble effectivement y avoir quelques petits problèmes avec sa vie, mais il est bien trop préoccupé par son concert pour y prêter plus attention. Il se fait donc encore une fois distraire à l'idée de réaliser son rêve. Vient alors la meilleure scène du film, celle où on découvre que Joe a un barbier et un coiffeur super cool et où on se rend compte probablement pour la seconde fois que 22 semble avoir un véritable talent pour ce qui est de captiver l'attention des gens, parler en public ou la discussion. Bref, un talent oratoire auquel elle semble prendre goût. À travers cette scène, les thématiques du film commencent enfin à être exploitées un peu plus profondément, sans contenter de rester à la surface, et c'est là que Joe commence véritablement à comprendre qu'il n'a jamais pris le temps de connaître ses amis, et semble être passé à côté d'une bonne partie de sa vie, bien trop préoccupé par le jazz. Mais une fois n'est plus coutume maintenant, on en a l'habitude, il se fait encore une fois distraire, son obsession en ramenant le bout de son nez pour lui rappeler qu'il a un concert. Enfin bref, j'en dis pas plus sur cette scène parce que j'ai vraiment pas envie de vous la spoiler, mais c'est probablement la meilleure du film, personnellement c'est ma préférée, et rien que pour son existence, le film en vaut la peine, donc allez le voir. Après une belle coupe et une mine fraîche, le duo se dirige donc vers l'endroit où le concert aura lieu, et là où Vandelune est censé les retrouver pour remettre Joe dans son corps, ne se doutant pas que Terry est sur leurs talons. Sur le chemin, 22 s'amuse à faire de la musique en tapant sur des barrières en métal, apprécie une sucette, ramasse des objets qu'elle trouve sur le sol et profite de la chaleur du vent créé par une des bouches de métro. Bref, elle est en train de jazzer la vie, comme elle le dit. Ce à quoi Joe lui répond que le mot n'existe pas, et que de toute façon on ne peut pas faire ce qu'on fait dans la vie comme on le fait dans la musique. Et c'est dans cet échange d'apparence anodine que se trouve probablement la clé de 80 à 90% des thématiques abordées par le film. Donc si vous l'avez compris, vous avez compris Soul. Et si c'est pas encore le cas, ne vous en faites pas, ça viendra. Avec l'analyse, je vous le promets, on y reviendra. Mais en bon film, et en bon scénario, Soul ne peut pas nous donner sa conclusion au milieu du second acte. Il faut donc une autre distraction, et ça tombe plutôt bien puisqu'un nouvel élément perturbateur survient donc. En essayant de récupérer son chapeau, 22 fait craquer le pantalon de Joe. Son caleçon et ses fesses sont alors à l'air libre. Ah là là, c'est quand même pas de bol là. Joe va donc devoir les rendre visite à sa mère qui tient une boutique de couture pour tenter de rafistoler son costume. Évidemment, c'est un entretien qu'il craint un peu, sa mère n'ayant jamais caché le fait qu'elle n'aime pas voir son fils tenter de poursuivre une carrière dans le jazz alors qu'il en a déjà une. En tant que professeur, certes, mais surtout qu'il a eu une proposition pour un travail stable et à temps plein le matin même avec une mutuelle santé, ce qui n'est pas rien, il faut le rappeler, surtout aux États-Unis où le système de couverture sociale est franchement pas aussi cool qu'en France. Et c'est donc après une scène poignante en émotion et en révélation que Joe repart habillé du costume de son père, lui aussi un ancien artiste, jazzman, passionné et bien malheureusement décédé. Nos deux compères se retrouvent alors enfin devant la salle de spectacle, en attendant que Vandelune arrive. Ils se posent, discutent, rigolent. Et alors que le vent d'automne s'engouffre doucement entre les rues de la Grande Pomme, s'amusant à faire danser les feuilles rouges et or qui jonchent le sol, 22, caressé par la lumière du soleil couchant, est en prise d'une réalisation. C'est pas si mal la vie en fait. Joe essaye de lui faire comprendre que si elle ressent cela, c'est uniquement parce qu'elle le vit à travers son corps, à travers ses émotions, mais que son corps, il va falloir le lui rendre. Et contre toute attente, 22 refuse. Elle essaye de s'enfuir à la recherche de sa propre passion. C'est alors qu'ils sont rattrapés par Jerry, qui renvoie leurs âmes dans le grand avant, rappelant à Joe qu'il a un escalator à prendre direction la muerte, et qu'il n'est pas prêt, le premier qui arrivera à s'y soustraire. De retour dans le grand avant, Joe et 22 s'engueulent, ils échangent des mots assez durs, l'un parce qu'il a essayé de s'enfuir avec le corps de l'autre, ce qui n'est jamais vraiment très sympa, et l'autre parce qu'il était à deux doigts de trouver ce que c'était sa flamme, mais qui n'en a pas eu l'occasion par manque de temps. Les autres Michel arrivent et remarquent que, miracle, le badge de 22 est finalement complété. Après toutes ces années, waouh! Ils arrivent à convaincre Jerry de partir, mentionnant le fait que Joe, en tant que mentor, a le droit d'accompagner 22 pour son saut vers la Terre, puisque ça fait partie de la procédure d'adieu. Il les laisse donc tous les deux pour ce qui est censé être leur dernier moment ensemble. Ils se retrouvent alors tous les deux à observer la planète, l'un expliquant à l'autre que s'il a complété son badge, c'est uniquement parce qu'il a vécu sa passion du jazz à travers son corps et qu'il n'a aucun mérite, alors que 22 essaye, elle, au contraire, de lui faire comprendre qu'il n'en sait rien.
Cependant, Joe ne cherche pas à en savoir plus. Il s'en va et souhaite à 22 de bien profiter de la vie. Mais dans un accès de colère, de doute, d'autodépréciation ou peut-être de rage pour se punir elle-même, 22 lui balance son badge au visage. Ayant finalement obtenu ce qu'il souhaitait depuis le début et ne trouvant plus 22 qui s'est enfui pendant qu'il avait le dos tourné, Joe se prépare alors à retourner sur Terre. Il est interrompu in extremis par un des Michel pour une petite discussion afin de savoir comment il a fait pour résoudre le problème 22. Et on apprend enfin que la spark, la flamme, n'est pas du tout la passion ni la vocation de vivre, contrairement à ce que croient tous les mentors en général. Évidemment, si proche de son objectif, si proche de réaliser ses rêves, Joe refuse de l'entendre et s'enfuit en catimini retrouver son corps une seconde fois, tandis que 22 s'enfonce doucement mais sûrement dans les limbes, se répétant qu'elle n'est rien, qu'elle n'a rien accompli, qu'elle n'a pas de passion, qu'elle n'est qu'un échec, qu'elle ne sert à rien, se transformant doucement, mais certainement, en âme perdue. Joe Garner réintègre son corps, évanoui dans un corps de métro, s'empresse de retrouver la salle de concert, persuade Dorothy de lui laisser sa chance. Et après des mois, des années de travail acharné, Joe se produit enfin sur scène. Il va sortir de l'anonymat, enfin devenir quelqu'un. Il va réaliser ses rêves, vivre sa passion. Et le moment vient, les projecteurs s'allument. Il joue. Et il joue comme il n'a jamais joué. Les morceaux s'enchaînent, les musiques, les ambiances, il est en transe. C'est magnifique. Les gens applaudissent. Une standing ovation. Il est là et... rien, absolument rien. Les gens rentrent chez eux, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il a raté? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est exactement ce qu'il voulait pourtant. Non? Il est confus et il pensait qu'il y aurait plus. Il en fait d'ailleurs part à Dorothy, qui le regarde un peu niaisement ayant tout de suite cerné son problème. Elle lui raconte alors l'histoire d'un petit poisson. C'est un poisson qui cherchait l'océan, mais n'avait pas réalisé qu'il était déjà dedans. Puis elle le laisse là, avant de partir. Et encore une fois, j'en dirai pas plus sur cette scène, ainsi qu'une autre scène avec laquelle elle fait lien, parce qu'elles sont toutes deux lourdes de sens, mais je vous promets, on y reviendra dans l'analyse. Joe retrouve également le chemin de sa maison. Il vide ses poches, encore remplies de toutes ces petites babioles que 22 avait amassées le long de la journée. Il s'assoit et commence à jouer un son triste sur son piano, qui n'est pas sans rappeler les premières notes d'Inception. Il place un à un les petits objets que 22 avait récupérés, se remémorant chacun de ses moments passés, chaque sentiment ressenti et vécu, et dont son corps se rappelle. Et il remonte, plus loin encore dans sa mémoire, une balade à vélo enfant, un moment avec son père, la sensation des vagues et du sable sur ses pieds lors d'un coucher de soleil. Et enfin il comprend. Sa passion, son obsession l'a isolé. Il n'a jamais vécu, jamais profité de la beauté du ciel, d'un feu d'artifice, d'un coucher de soleil, et tous ces petits moments simples qui font la vie. Trop occupé à courir après son obsession, il a laissé son existence lui filer entre les doigts. Il se remémore les paroles de 22 et réalise qu'elle avait raison. Il faut jazzer la vie, apprécier le moment présent. Il s'empresse donc de jouer au piano et de rentrer dans la zone. Probablement pour rendre à 22 son badge et lui admettre qu'il s'était trompé, c'est elle qui avait raison et depuis le début. Il croise 22 Lune qui lui expose le problème. 22 s'est transformé en âme perdue, ils doivent l'aider. Après une scène de course-poursuite, Joe retrouve 22 et tente de lui rendre son badge, mais c'est trop tard, elle est déjà une âme perdue et ne le reconnaît pas. Il se fait donc avaler par sa forme sombre et entre dans son monde où on la voit se morfondre sur elle-même, se répétant sans cesse qu'elle ne vaut rien. Et c'est là que notre bon vieux fusil de Tchekhov fait son retour, puisque ce message est amplifié par les fantômes de tous les mentors, que l'on rappelle étaient des génies, lui répétant qu'elle est insignifiante, inutile, qu'elle ne vaut rien, et on y reviendra dans l'analyse. Joe parvient à l'atteindre et lui rend son badge, la sauvant des ténèbres. 22 est donc finalement sauvée et fin prête pour le grand voyage de la vie, comprenant malheureusement que le retour de Joe pour lui rendre son pass signifie cependant que celui-ci devra indubitablement mourir. Mais il accepte son sort. Il a eu sa vie, et c'est maintenant au tour de 22 d'avoir la sienne. Ils plongent alors tous deux vers la terre, partageant leur ultime aventure, leur dernier instant avant que leurs mains ne se séparent, pour la toute dernière fois. Joe se retrouve donc finalement sur le grand escalator, contemplant ce qui est probablement la mort. Il est cependant intercepté par une des Michel qui souhaite le remercier au nom de tous les autres, et pour le récompenser de ses actions, ainsi que de les avoir tous inspirés, elle lui offre une seconde chance pour la vie, lui encourageant de faire attention où il mettra les pieds cette fois, et de ne pas s'inquiéter pour Terry, car ils se sont occupés du problème. Joe traverse donc la porte qui lui est ouverte, et retrouve son corps, une toute dernière fois, déclarant qu'il ne sait pas encore quels seront les projets de sa nouvelle vie, mais qu'il en savourera chaque moment. Et fin! Cut, pas de scène finale, pas de scène post-générique, fin de fin. C'est un peu abrupt, mais on reviendra sur les raisons du comment et du pourquoi. On s'arrête donc là pour la partie résumé rapide. Les parties suivantes seront consacrées à l'analyse des thématiques introduites, et Michel savent qu'elles sont nombreuses et méritent le coup largement que l'on s'y penche, ce qui fera l'objet des prochaines vidéos, car je refuse de les aborder en 3 minutes. Je vous dis donc à bientôt, portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao!